Depuis bien avant les débuts de la colonie, nos rivières ont assuré la survie de ceux qui habitaient le territoire. Les rivières étaient des voies navigables et des gardes-manger, mais aussi des obstacles qui devenaient parfois infranchissables. Et puis, comme on n'arrête pas le progrès, certaines rivières, comme la Portneuf par exemple, sont devenues les moteurs de la révolution industrielle qui était en marche. Pour fournir de l'énergie aux moulins, des barrages ont été construits sur la rivière Portneuf au 19e siècle, modifiant l'habitat de plusieurs espèces aquatiques. L'agriculture intensive a aussi fortement modifié les cours d'eau, de même que les quais, les ponts et les centrales hydroélectriques. Le développement économique a un prix pour les rivières et leurs bassins versants. Aujourd'hui, les quais et les plages ont une grande valeur pour le tourisme et la villégiature. Sur le bord de l'eau, occupé à profiter de la plage, on s'imagine qu'on apprécie les lacs et les rivières. Mais est-ce que notre mode d'occupation des rives est vraiment soutenable à long terme? Tous les efforts qui ont été faits ont-ils donné des résultats? Aujourd'hui, à Histoire d'eau, de l'embouchure de la rivière Portneuf jusqu'à sa tête au lac Sept-Îles, on se penche sur la question. Jean-Guy Frenette mène une pêche scientifique sur le Saint-Laurent, non loin de l'embouchure de la rivière Portneuf. Il étudie la population d'anguilles, une espèce menacée qui a été coupée de son habitat à cause de l'apparition des barrages. Les colons de la Nouvelle-France, ils pêchaient comme ça quand ils pêchaient l'anguille. Probablement parce que moi j'ai su que c'est les Indiens qui faisaient ça, mais la pêche à l'anguille de même, là, comment je te dirais, c'est ancestral. Ça fait longtemps que les gens pêchent l'anguille de cette façon-là. Maintenant, on ne pêche plus parce que l'espèce est trop en difficulté. À ce moment-là, le ministère a décidé de racheter 90 % des permis commerciaux. Là, vois-tu, le courant amène le poisson se laisse descendre, il rentre dans la gare. Puis un coup qui est rentré ici, là, les chances qu'il ressorte sont pas fortes. Il s'en vient. C'est pas assez fin pour... Non. Bon, il y en a des wives aussi, là, mais regarde, la majorité. Ce qu'ils font, ça vient ici. Là, ils rentrent dans la deuxième chambre. Là, ils se mettent à tourner en rond. Là, ils s'en vont dans la troisième chambre. Et puis le cône permet de garder les captures. En achetant les permis commerciaux, là, on a diminué la pression de pêche. Puis par la suite, le ministère a fait des ensemencements de civelles. Après ça, ils ont voulu voir si les anguilles avaient assez d'énergie pour aller frayer. Donc, de là, moi, c'est pour ça que je mets des puces. Je mets des pit tags dans les anguilles. Je les marque. Ils ont un numéro chacun séquentiel à chaque anguille. Puis, à différents endroits, il y a d'autres pêcheurs commerciaux dans le coin de Rivière-Ouelle. Il y en a 13. Il reste 13 pêcheurs commerciaux dans la province. Pierre Gignac, historien, est auteur du livre « Au lieu-dit Portneuf ». Des tout débuts, Portneuf a toujours été reconnu parce qu'on est un méandre sur le fleuve. La pêche anguille était excellente.
Puis je pense que les Européens l'ont appris à partir des Indiens qui venaient ici régulièrement. Et puis d'ailleurs, ça fait l'objet encore d'un mystère, là. On attribue Portneuf à un ancien village là, que Jacques Cartier avait nommé Achelacé, qui probablement était dans le secteur. Ça n'a jamais été défini comme endroit, mais on disait qu'il pouvait être à Portneuf. Mais d'ailleurs, toutes les premières concessions qui étaient faites du long du fleuve, on accordait à ces gens-là le droit de pêche. L'anguille, qui était à l'époque salée et gardée en tonneaux, était d'une valeur importante. Donc, ces gens-là qui pêchaient pouvaient, en retour d'anguilles, c'était prisé. C'était devenu une monnaie courante, ça. L'anguille, c'était bien bon comme source de protéines pour les colons et les nations autochtones. Mais elle ne faisait pas le poids devant les industriels anglais qui voulaient harnacher la rivière pour en tirer de l'énergie. L'importance de la rivière en tant que pouvoir hydraulique va arriver au tournant du 19e siècle. Puis la rivière Portneuf, elle se prêtait bien à ça parce que c'est une rivière qui, dépendamment des saisons, peut être malléable. C'est qu'en période d'eau basse, on pouvait facilement faire des barrages, dévier une partie de cette eau-là pour alimenter les différents moulins. Donc, Angus MacDonald, les deux frères Logan, ont commencé du papier sur le bord de la rivière Portneuf en 1838. Avec ça, c'est greffé beaucoup d'autres industries liées à ça. Les gens, les industriels anglais qui sont arrivés, eux autres, travaillaient sur des petites rivières comme ça en Angleterre et en Écosse. On connaissait le potentiel et la façon de travailler là, avec ça. Donc, elle se prêtait bien. On est en proximité de Québec. Donc, c'est ce qui a fait son importance, là. Il faut rappeler que même avec l'évolution, autour de 1851, 2 moulins à papier étaient en fonction. C'était le principal fournisseur de papier pour la région de Québec. Donc oui, la rivière, à ce moment-là, c'était un élément moteur, là, parce que tout le 19e siècle est basé sur l'énergie hydraulique, là. Maintenant, on a 2 anguilles ici. Ils sont argentés. Ça, c'est la couleur qu'ils prennent quand ils s'en vont frayer. Une anguille se reproduit en eau salée, mais grandit en eau douce. Donc, quand tu as un barrage, tu as un réseau hydrographique qui est stoppé. Donc, la colonisation de ce secteur-là qui se faisait avant l'arrivée du barrage, il y avait beaucoup d'anguilles qui étaient produites à ce moment-là dans ce secteur-là. Et puis après ça, quand ils venaient prêts à frayer, là, ils descendaient. Parce qu'une anguille, tu vas comprendre, ça fraye à l'âge d'environ 15 ans, une fois dans sa vie. Par la suite, elle meurt. Tout de suite après? Tout de suite. Okay. Après la fraye, elle meurt. Donc, c'est de là la fragilité de ce poisson-là. Parce qu'elle fraye une fois, ça prend 15 ans. Fait qu'imagine-toi chaque poisson, quelle importance qu'il a. Sur la rivière Portneuf, 4 barrages ont été construits qui ont bloqué les frais de l'anguille. Pour que l'anguille retrouve l'accès à son territoire traditionnel, des échelles à anguilles ont été construites et un suivi est fait par le bureau du Nio-Wencio de Wendake. L'usine MPI, anciennement connue sous le nom de Ford, a participé au projet. Le directeur Daniel Thibault nous explique comment les pratiques de l'usine ont évolué pour donner davantage d'espace aux préoccupations environnementales. Le premier barrage que l'usine Ford a fait dans les années 1900, qui était anciennement un pouvoir électrique, mais maintenant qui est rendu seulement qu'un barrage pour alimenter l'usine, seulement. Mais on est rendu que depuis 3 ans qu'on fait une montée pour l'anguille dans la rivière. Nous autres, on produit toujours de la napkin. Napkin, papier de toilette, 30 tonnes par jour. L'usine a été bâtie en 1868. Quand j'ai commencé, il y a 50 ans, l'usine, l'environnement, c'était pas respecté. Avec les années, bien, tout a changé, puis les nouveaux règlements, tout. Tu n'as plus le droit de rejeter à la rivière si tu n'es pas dans les normes. Si tu ne respectes pas les normes, tu n'as pas le droit de rejeter.
Nous autres, on fait des tests journaliers. C'est tous les jours, c'est tous nos tests pour être sûr que l'eau qu'on prend ou qu'on rejette, tout est fait. Les échelles construites spécialement pour l'anguille sur les 2 barrages de l'usine MPI permettent à l'espèce d'accéder à une partie de son territoire traditionnel. Mais comme tu vas voir plus tard, tout n'est pas parfait pour l'anguille puisqu'il n'a toujours pas accès à la totalité du bassin versant de la Port-Neuf. Pour le moment, on se tourne vers Gaétan Morissette qui, sur le bord du lac Morissette, tout près de Port-Neuf, partage avec nous quelques souvenirs de jeunesse. Puis ça arrivait qu'on partait le matin, on allait à Donnacona, on passait sur le pont de la rivière Port-Neuf, puis la compagnie Ford vidangeait ses cuves, puis s'il faisait du papier rose pour une commande de napkins roses, mais ensuite, il fallait qu'ils fassent des napkins vertes. Bien, ils lavaient leur cuve à même l'eau de la rivière, puis là, on passait, puis l'eau était rose. C'était des colorants, là, ça devait pas être bon pour la faune aquatique. Puis quand on revenait sur l'heure du midi, l'eau était verte. Là, la rivière est en meilleure condition. Là, avec il y a eu le programme d'assainissement de l'eau du gouvernement du Québec. Là. Toutes Puis ils ont fait beaucoup de travail là, pour assainir l'eau. Comme gamin, quand on était jeune, on allait à la pêche beaucoup. C'est la rivière Port-Neuf. On avait des canaux qu'on demandait pour laisser sur des fermes. Là. On n'attrapait pas de la truite, mais on attrapait toutes sortes d'autres poissons. Là, des chevaliers. Il y avait des lamproies marines. Puis la lamproie marine, c'est un parasite. C'est comme un anguille, mais c'est un poisson parasite qui suce le sang des gros poissons. Puis il vit en mer, que souvent, ils vont parasiter les grands saumons dans l'Atlantique, mais ils se reproduisent dans les cours d'eau douces. Fait que dans la rivière Port-Neuf, il y a de la lamproie marine qui remonte. Puis nous, on allait attraper ça. Il était bloqué par les barrages en béton, en ciment. Fait que nous, on allait avec des filets. Puis là, on attrapait des lamproies marines. Quand j'étais jeune, j'avais pas de cabane de pêche, mais mes amis en avaient. Fait qu'on pêchait dans l'estuaire de la rivière Port-Neuf. Puis la tradition s'est perdue un peu dans les années 90-2000. Il y a un de mes fils, Francis, qui a refait une cabane de pêche dans les années 2010. Puis avec d'autres amis, il y avait 3 cabanes, puis on a revécu la tradition de la pêche au poisson des chenaux dans l'estuaire de la rivière Port-Neuf. C'est à la glace. Mais là, on a arrêté parce que c'était beaucoup de travail, descendre la cabane, puis ressortir la cabane. Puis avec les températures hivernales qui réchauffent, bien, la glace, des fois, il y a des années qu'on a dû l'enlever en catastrophe parce que la glace cassait. Une autre construction en béton, le quai en eau profonde de Port-Neuf, a également perturbé une autre pêche, celle du poulamon, le petit poisson des chenaux. Au niveau de la rivière ici, il y a ce qu'on a appelé le petit poisson des chenaux, le poulamon. Ça a été une activité semi-industrielle un temps, pour certains, mais surtout une pêche sportive. Ça occupait beaucoup les gens en hiver. Il y avait sur la rivière en hiver ici, là, quand même beaucoup de petites cabanes parce que ça a commencé au clair de la lune, mais il s'est fait des petites cabanes assez vite là, pour pouvoir profiter plus de la pêche. D'ailleurs, au tournant du 20e siècle, il y a eu des reportages là, sur les quantités de poulamon pris. C'était une activité, puis jusqu'à récemment encore, moi-même, de ma famille, mon père et mon grand-père avaient ça. On avait une cabane à pêche. On faisait la pêche au poulamon tous les hivers. C'est quelque chose qui a été abandonné. On parle des mœurs, mais il y a aussi le fait que depuis qu'on ouvre le fleuve à l'hiver au long, on dégage avec... Donc, il y a souvent des problématiques là, au niveau, là, justement, là, que la glace peut quitter ou des choses comme ça. Avec la construction du quai, ça a changé le débit aussi de la rivière, la forme, le fond. Donc, l'intérêt a comme passé aussi. Une autre activité économique fortement dépendante de l'eau et qui a une grande incidence sur les rivières, c'est l'agriculture. Peut-être que tu penses que l'agriculture d'aujourd'hui est moins dommageable pour l'environnement que celle que l'on pratiquait il y a 20 ou 30 ans? Peut-être, mais encore aujourd'hui, l'agriculture reste une grande consommatrice d'eau et notre habitude de laisser les sols à nu favorise l'érosion et la fuite des sédiments dans les rivières.
Et si tu te promènes en territoire agricole, tu vas te rendre compte que les bandes riveraines végétalisées qui, selon la loi, doivent protéger les cours d'eau et même les fossés de drainage sont souvent inexistantes. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis évidemment, ben, ça ici, là, c'est le milieu agricole, il y a le milieu urbain, il y a le milieu forestier. Tout le monde a de l'impact sur les milieux aquatiques. Stéphane est technicien de milieu naturel pour la CAPSA et un habitué d'histoire d'eau. Avec lui, nous avons visité un champ cultivé qui est un exemple des choses à ne pas faire en agriculture. L'humain a de l'impact partout où il est, puis ici, on est en milieu agricole, puis l'impact, ben, c'est les sols à nu. Les sols à nu, ben, quand on est proche des cours d'eau comme ça, ben, quand il va tomber un orage, l'érosion éolienne aussi, on sous-estime ça souvent. Au niveau des bandes riveraines, ben, ça fait 25 ans qu'on en parle. Ça a été étudié amplement. Au niveau racinaire, l'infiltration d'eau, la stabilisation du matériel avec les racines. Puis, tu sais, l'idée a fait beaucoup son chemin, là. Fait que, là, 20 ans, ben, le gouvernement a dit, ben là, ce serait le fun d'avoir au moins un minimum de bandes riveraines. Fait que, en milieu agricole, ce qui est accepté, c'est 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, incluant 1 mètre de talus. Le haut de talus. Minimum 1 mètre en haut de talus. Fait qu'ici, ben, on est carrément dans la bande riveraine. C'est un peu dommage. Normalement, il ne devrait pas avoir aucun mouvement de sol ici, à partir d'ici. Puis idéalement, il faudrait que ce soit beaucoup plus large que ça. Puis tu sais, des sols à nu en pente, là, c'est vraiment pas bon, là. Puis c'est pas l'avantage d'un producteur agricole de perdre son sol. C'est son gagne-pain, son sol. C'est son argent. Fait que si son argent s'en va dans le cours d'eau, bien, au niveau de la société, bien, c'est pas bon parce que, bon, on corrompt l'eau. L'eau, c'est important. On a des impacts sur la vie aquatique importants. Tous les intrants du champ, bien, ils se ramassent dans l'eau, c'est sûr. Fait que, tu sais, au niveau de toute la société, au niveau communauté, bien, tu sais, c'est pas winner, là. Ce serait bien mieux de cultiver avec pas de sol à nu, au moins des cultures de couverture d'automne pour fixer le sol, puis diminuer vraiment les sols à nu. De toute façon, c'est prouvé scientifiquement que l'association racinaire, la vie biologique du sol, bien, ça passe par les racines, puis visiblement, ici, on n'a pas de racines. Fait que, il tombe un orage, mon ami, là. L'eau, elle vient opaque. Fait que t'imagines-tu, au niveau aquatique, les poissons, la microfaune, comment est-ce que c'est impacté? C'est fourette. Mais je te dirais que ce qui structure beaucoup un sol, c'est les vers de terre. Puis les vers de terre, là, ici, là, il ne doit pas en avoir ben, là. Continuellement bouleverser ton sol, là, ça, c'est pas supposé. Tu sais, je veux dire, le meilleur sol, c'est les sols forestiers, puis les sols forestiers, ils ne bougent pas. Fait que c'est la vie biologique. C'est ça qui structure ton sol. Mais bon, il y a une guerre d'idées toujours un peu là-dedans, hein? Ces images ont toutes été prises au lac Sept-Îles, qui est à la tête de la rivière Port-Neuf. En voyant ces plages bondées, on comprend que ce n'est pas d'hier que la villégiature est une activité importante sur le bord de nos lacs et rivières. Le premier résident permanent du lac Sept-Îles, M. Louis-Augustin, est arrivé en 1912. En 1940, ce sont 75 familles qui possédaient une résidence au lac. Aujourd'hui, le lac Sept-Îles est complètement privatisé. Ce sont 520 résidences qui sont réparties le long de ses berges. La plupart sont munis d'installations septiques conformes, mais ce n'est pas un remède miracle. L'impact de la présence humaine se fait sentir et on peut la mesurer. Biologiste et géographe, Roxane Tremblay, à travers l'étude des sédiments, analyse l'évolution de la santé du lac Sept-Îles. Même si des sommes considérables ont été investies en recherche et en infrastructure,
par exemple pour limiter l'impact des installations septiques sur les lacs, Roxane arrive à la conclusion que l'état du lac Sept-Îles continue de se détériorer, en particulier en ce qui concerne la quantité de phosphore dans l'eau. Je suis biologiste et puis spécialisée en paléolimnologie. Donc, la paléolimnologie étudie les lacs anciens. Donc, on va chercher des archives à l'aide d'indicateurs qu'on retrouve dans les lacs, dans les sédiments des lacs. On a reconstitué l'histoire du lac Sept-Îles pour savoir d'où on partait, pour savoir, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'ampleur du changement finalement, parce que les résidents autour, ils voient bien qu'il y a des changements qui s'opèrent au niveau du lac, qu'il y a un enrichissement au niveau du lac. Ça nous permet de voir aussi si les taux d'accumulation, donc l'apport de sédiments qui arrivent au lac, s'ils ont varié, puis dans quelle proportion ils ont varié. On peut reculer jusqu'à la formation d'un lac. Donc, ici, au Québec méridional, bon, ça peut tourner autour de 12 000 ans, finalement, lors du retrait des glaces. Souvent, on se demande qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a perturbé les bassins versants. Donc, on va aller étudier quelques siècles avant notre siècle présent pour voir quel était l'état du lac avant perturbation des activités humaines, finalement. Pour étudier les archives d'un lac, la prémisse de base, c'est que les sédiments vont s'accumuler, vont arriver avec le ruissellement de l'eau sur le bassin versant, vont transiter par les cours d'eau qui se jettent dans le bassin versant. Il va avoir aussi, grâce aux nutriments qui vont être amenés du bassin versant, il va avoir toute la flore, là, les algues microscopiques, les algues macroscopiques aussi, qui vont croître dans le lac, puis ils vont finir par se minéraliser ou s'accumuler dans le fond du lac. Donc, quand on s'en va prendre une carotte de sédiments, ce qu'on obtient finalement, c'est le cumulatif d'année après année, donc bien stratifié habituellement, des espèces ou de la vie qui s'est déployée là, à chaque année, va nous laisser des archives dans les sédiments. Quand on sort une carotte de sédiments, ça nous apparaît très homogène. Donc, c'est de la matière organique, une substance brune. Ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est d'utiliser des isotopes comme le plomb 210 pour le récent ou le carbone 14 pour le plus ancien, afin de voir quel âge a nos profondeurs de sédiments dans la carotte. Il y a plusieurs indicateurs. Donc, ici, au lac Sept-Îles, on a utilisé les diatomées. Alors, les diatomées, c'est des algues microscopiques, comme la communauté de diatomées qui croît présentement dans le lac Sept-Îles. Bien, elle me donne l'information sur son état de santé, finalement. Heureusement, aujourd'hui, nos techniques de construction sont mieux qu'elles étaient. Quand on construit, bien, on excave et on génère beaucoup de sol, de sédiments vers nos cours d'eau et nos plans d'eau. Ce que l'analyse paléolimnologique nous dit, c'est que le phosphore continue à croître dans la colonne d'eau. OK? Donc, on a une pente qui augmente toujours. Donc, il n'y a pas d'amélioration. Non. Mais, par contre, il y a une amélioration au niveau de la quantité de sédiments qui rentrent. Donc, il en rentre encore, mais il en rentre moins qu'il en rentrait dans les années 70, par exemple. Si on arrive dans des lieux de villégiature comme ici, où il y a des centaines et des centaines de champs d'épuration, il y en a beaucoup que, à un moment donné, deviennent désuets, bien, veut pas, il y a du ruissellement, puis il y a du ruissellement là, qui ne devrait pas se faire de matière nutritive. Là. On voit une dégradation de l'oxygène dans le fond du lac. Donc, il y a beaucoup de symptômes qui fait qu'on voit qu'il ne s'améliore pas. Là. Si on arrête complètement l'érosion, on arrête d'amener du phosphore, tant mieux. Ça diminue le bilan, finalement. Mais l'affaire, c'est qu'on a accumulé beaucoup dans notre lac, là, du phosphore.
Donc, ça se peut qu'on diminue l'apport du phénomène d'érosion, mais qu'on continue pendant des années à avoir une augmentation du phosphore. C'est malheureux, là, mais c'est pas suffisant, la réglementation. Il faut changer aussi des façons de faire. Malgré des années d'efforts, la situation du lac Sept-Îles reste préoccupante pour les riverains. Mais la situation est également préoccupante pour l'anguille. En effet, par référendum, les propriétaires du lac Sept-Îles ont bloqué l'installation d'une échelle anguille sur le 4e et dernier barrage de la rivière Portneuf, qui se trouve à la décharge du lac. Pour le moment, le barrage empêche l'espèce de frayer sur l'entièreté de son territoire traditionnel. Wow. C'est tout pour cet épisode d'Histoire d'eau. On se laisse sur quelques images des inondations causées par la rivière Portneuf en 1938. Des images qui nous permettront de méditer à propos de la permanence des rivières et de la fugacité de nos infrastructures.